Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cette émission exceptionnelle de Wallonia Plus. Alors pourquoi exceptionnelle ? Tout simplement parce que cette émission est réalisée conjointement avec l'aide de nos amis de l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique, puisque nous allons parler des entreprises en difficulté. Alors justement, pour en parler, je suis entouré de 3 présidents qui sont des experts du sujet. À ma droite, Gérard Delvaux. Bonjour Gérard. Bonjour Monsieur Fadjaoui. Alors Gérard est reviseur d'entreprise, il est très connu en Belgique francophone, il sévit dans ce métier depuis des années. Il est aussi président de l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique. Et puis il est souvent sollicité par les différents tribunaux pour mettre à profit son expertise. Et puis justement, par les tribunaux, je regarde Paul Dayer. Alors Paul Dayer, avant on aurait dit que vous étiez le président du tribunal de commerce de Bruxelles, mais vous avez changé de nom, vous êtes plus moderne, n'est-ce pas Paul ? Et donc maintenant, vous êtes président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Bonjour Hamid, merci de nous recevoir. Bonjour Paul. Et juste à vos côtés, le plus jeune d'entre nous, Pierre-Yves Darvan, président de la Chambre, alors je lis parce que le titre est assez impressionnant, président de la Chambre des entreprises en difficulté du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Merci d'être là tous les 3 pour éclairer nos téléspectateurs sur cette thématique qui est d'actualité. Alors la première question que j'ai envie de poser, c'est à Gérard Delvaux, le président de l'Ordre, c'est pourquoi de cette émission qu'on fait conjointement. Quelle est son actualité, le pourquoi ? Quelle est la raison ? L'actualité, évidemment, comme vous l'avez rappelé, M. Fadjaoui, est l'adaptation, disons, de directives européennes à la nouvelle législation, et notamment sur l'insolvabilité. Ça, c'est une chose, mais aussi le fait que nous avons subi ces dernières années pas mal de crises successives, et notamment la crise du Covid, bien sûr, et ensuite l'Ukraine, et puis les difficultés d'approvisionnement, disons, de marchandises qui mettent quand même, et en supposition en tout cas, la plupart des entreprises en difficulté. Alors cette législation est venue bien à point, disons, et sera bien à point en tout cas à partir de septembre. Et la conjonction, disons, entre le tribunal, les avocats et les experts comptables, reviseurs d'entreprise, d'une manière générale, les professionnels du chiffre, est la bonne formule, disons, pour pouvoir effectuer les sauvetages d'entreprise. Donc en fait, l'objectif de cette loi, effectivement, c'est de faciliter le sauvetage ou la restructuration d'un certain nombre d'entreprises. Donc c'est une vision positive. Alors je viens vers vous en tant que président du tribunal de l'entreprise. Gérard y a fait allusion. C'est vrai qu'on s'attendait à une explosion des faillites en 2020-2021 en plein Covid, qu'on n'a pas eu, fort heureusement. Alors vous allez me dire, c'est du fait du moratoire et des aides régionales. Et puis il y a eu l'Ukraine. On s'est dit aussi qu'il allait y avoir une explosion des faillites. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Par contre, aujourd'hui, à votre poste d'observation, en 2023, est-ce toujours le cas ? Alors, je vais vous dire, 2020-2021, bien sûr, il y avait un moratoire. Donc, on a cassé le thermomètre. En revanche, en 2022, j'ai les chiffres maintenant pour 2022. Je suis désolé de le dire, mais il y a un faux semblant. Très simple. En 2019, on avait un nombre record de faillites qui tournait autour de 2500, rien que pour le tribunal francophone. Alors vous me direz, on est à 1500, formidable, tout va bien, on en a moins. Eh bien non, parce qu'on a dissous plus de 2000 sociétés en 2022, dont plus de 1000 sont en fait des faillites sans actifs dans lesquelles le fisc et l'ONSS en fait prévoient la voie de la dissolution judiciaire, ça passe par la chambre de Pierre-Yves. Donc en fait, si on additionne les deux, on a des chiffres qui sont équivalents, sinon même supérieurs à ceux de 2019. Donc je suis désolé de casser l'ambiance. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on entend le gouvernement dire tout va bien, tout va bien. Ben non, ça ne va pas. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, alors les faillites, le fisc ne cite toujours pas. Par contre, on voit que les gens viennent demander des PJ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une crise, en réalité. Mais donc, Paul vient d'expliquer qu'on a cassé le thermomètre. Maintenant que le thermomètre fonctionne, Pierre-Yves, vous constatez qu'effectivement, malheureusement, il est rouge foncé. Oui, tout à fait. Je pense, en fait, le critère qu'on a, le nombre de faillites, ce n'est pas un bon critère. Je pense qu'il faut voir en nombre de cessations d'activité. Et si on ajoute au nombre de faillites le nombre de dissolutions, on voit effectivement qu'on est face à une grande problématique pour les entreprises. Quand vous dites dissolution, pour que les gens comprennent grand public, c'est que simplement on arrête l'activité, on met la clé sous le paillasson. C'est même pire que ça, c'est qu'en fait, normalement, les gens peuvent faire une liquidation volontaire, mais s'ils ne le font pas, le tribunal prononce des liquidations. Et donc c'est ça que j'appelle la fin d'activité, puisque c'est le tribunal qui met fin à l'activité. Certes, ce n'est pas un jugement de faillite, mais c'est une dissolution. Alors, Gérard, vous êtes reviseur d'entreprise, expert comptable. Est-ce que vous et vos confrères, est-ce que vous avez un rôle à jouer
justement pour prévenir ce genre de choses. C'est là évidemment que le rôle essentiel, disons, du professionnel du chiffre joue de manière à tirer la sonnette d'alarme à temps au niveau de l'entreprise et de faire le bon diagnostic et le meilleur diagnostic rapide lorsqu'il y a des difficultés de l'entreprise, de manière à pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires, disons, à son redressement. Et là, on a un rôle, disons, primordial à jouer, en dehors du rôle prévu par le législateur, notamment au niveau du Code des sociétés, lorsqu'une entreprise a perdu la moitié de son capital ou bien ses capitaux propres, ou bien va être en mesure, disons, en tout cas, de les perdre. Donc là, en dehors, disons, de ces éléments-là, nous avons un rôle essentiel à jouer. De prévention. De prévention. Alors, je suis suffisamment ancien dans le métier de journaliste économique pour me souvenir qu'il fut une époque, je crois que c'était votre prédécesseur, Jean-Louis Duplat, l'ancien président du tribunal de commerce, en tout cas, c'était l'ancienne dénomination du tribunal, avait mis en place des signaux d'alerte pour savoir si une entreprise allait passer un mauvais cap. Est-ce que, ces signaux existent toujours? Est-ce qu'ils ont été améliorés? Et dans quel état sont-ils aujourd'hui? Alors, ils ont même, et je vais céder la parole tout de suite à Pierre-Yves, parce que c'est lui qui est le chef d'orchestre, mais je peux déjà introduire le sujet. Alors, non seulement ils existent toujours, mais ils ont été modernisés, renforcés, et je dirais même professionnalisés. On a donc maintenant un système qui s'appelle Click-Click, Clipperlichten clignotant, qui est un système informatique où nous avons en fait accès à tous les clignotants, les dettes impayées, les protés, ça c'est un peu ancien, mais je veux dire les impayés, les plans d'appurement à l'ONSC qui ne sont plus respectés, les plans... Vous savez tout? On sait tout. Et le RGPD là-dedans? Alors le RGPD, c'est très simple. Nous sommes une autorité judiciaire, nous sommes des juges, et le juge, lui, évidemment, est le garant de la liberté. Donc nous n'utilisons ces données que dans le cadre strict de notre mission. Il est clair que ces données sont protégées. Donc rassurez-vous, on respecte la loi. Et puis surtout, ça concerne les entreprises. Donc principalement, au tribunal d'entreprise, on s'occupe aussi des personnes physiques, mais principalement des sociétés, des associations. Et c'est vrai qu'on a, de par la loi, cette mission de contrôler ce que nous on appelle les clignotants, donc les indices de difficultés financières. Donc on surveille les entreprises de ce côté-là. Moi, je voudrais ajouter peut-être quelque chose, dans le sens que, disons, depuis 1987, il y a eu une humanisation, disons, du tribunal. Et là, je dirais que il ne faut pas avoir peur du tribunal. Et donc, ça doit être également une conjonction, disons, d'avis entre l'expert comptable et l'avocat qui se rend au tribunal pour exposer, en tout cas, son plan de redressement, disons, de la société. Et là, j'insiste fort parce que les entreprises ont encore très souvent peur, messieurs, du juge et du tribunal. Et ils y vont en reculant. Ils vont en reculant. Alors qu'ils ne devraient pas avoir peur. Vous êtes peur. témoin, donc ces clignotants dont on dispose, dans un premier temps, c'est pour tendre la main à l'entreprise. Et on invite effectivement les chefs d'entreprise, avec leur comptable, avec leur avocat, à examiner ensemble les différentes pistes de solutions. Mais pour le chef d'entreprise moyen, vous voir, c'est déjà le pied dans la tombe. Hamid, justement, on a fait une grande conférence de presse fin de l'année dernière qui a fait grand bruit, y compris sur Canal Z d'ailleurs, où nous avons constitué une plateforme d'aide extérieure des acteurs privés, des fondations privées, et la CED renvoie vers qui de droit, vers celui qui peut restructurer, vers celui qui peut donner un conseil. Et donc le tribunal est devenu véritablement un point de sauvetage des entreprises, et c'est le but. Nous sommes là pour ça. Et donc, effectivement, on a encore cette vision de la justice pénale, mais je vous garantis, nous ne sommes pas une juridiction pénale, et tous ceux qui sont rentrés au tribunal en sont ressortis vivants. Et en un seul morceau. Alors, vous dites, on est là pour aider les entreprises, et fort bien, et j'en suis fort aise. Et puis, d'autres pourraient vous dire, oui, mais il y a des entreprises, comment dirais-je, qui sont très mal gérées depuis le départ, qui sont sur des mauvais créneaux, que sais-je encore, et qui, en fait, ne devraient plus être sur le marché, puisqu'en fait, elles biaisent le marché, elles font de la concurrence déloyale à d'autres, ce sont des sortes d'entreprises zombies. Alors, jusqu'où peut-on aller? Et c'est une question que je pose aussi bien à Gérard qu'à vous. Oui, disons que les entreprises, disons, qui ne marchent pas et qui se prolongent, disons, fictivement, là, forcément qu'elles font du mal, disons, à l'économie d'une manière générale. Et je dirais que le rôle aussi de la profession comptable est de non seulement tirer la sonnette d'alarme, mais de mettre en garde immédiatement, lorsqu'il y a des faits graves et concordants, de demander, disons, à l'entrepreneur ce qu'il va faire pour redresser, disons, sa société. Et rien n'est plus difficile que de continuer, disons, quelque chose qui est inutile au niveau de l'entreprise et qui va être consommateur, disons, de finances
conséquences d'une manière énorme. Donc je dirais que là, il faut absolument... La faillite est aussi un moyen de restructuration. Et alors, de votre côté, du côté du tribunal, vous ne laissez pas faire Darwin? Non, non. Vous n'aimez pas Darwin? Non, c'est pas ça. Mais la loi nous donne comme mission de récolter ses clignotants, de suivre les entreprises. Mais clairement pas de faire de la continuité à tout prix. Il n'y a pas d'angélisme chez nous. On est là pour aider ceux qui veulent être aidés, ceux qui peuvent être aidés. Mais pour nous, effectivement, parfois, il faut savoir dire stop, il faut savoir tirer le câble. Et donc concrètement, l'année passée, au tribunal, on a envoyé 2000 sociétés en dissolution. On a mis fin sur base d'initiative du tribunal. De même, on renvoie des dossiers au parquet de Bruxelles pour qu'il cite en faillite quand il y a des indices de faillite et que la société ne veut pas faire aveu de faillite. Donc on tire les conséquences qui s'imposent. Alors, oui, Pardon. Et c'est souvent un peu tardif. Et là, depuis pas mal d'années, en ma qualité, disons, président de l'institution qui est l'Institut des experts comptables, j'ai essayé d'œuvrer aux différents ministres de manière à pouvoir avoir un certain privilège sur les honoraires également de l'expert comptable. Pourquoi? Parce qu'on constate très souvent dans l'entreprise en difficulté qu'il y a une absence de comptabilité. Et cette absence de comptabilité est due tout naturellement par le fait que notre profession n'est pas, disons, payée nécessairement et on a une suite de comptables successifs qui rendent encore les choses nettement plus difficiles. Là, je crois que la profession s'est mise en évidence en demandant, disons, une espèce de privilège sur les honoraires en cas de faillite, de ne pas nécessairement être payé immédiatement, mais de pouvoir, disons, être payé également par la suite. Parce qu'un cabinet d'experts comptables ou bien de reviseurs est aussi une entreprise. Alors justement, Gérard vient d'y faire allusion à la mauvaise gestion d'un certain nombre d'entreprises. Alors de nouveau, avec votre poste de vigie, tous les deux au tribunal, je continue à appeler de commerce, mais d'entreprise, est-ce que la majorité de ces faillites ou voilà, ces culbutes dans le mauvais sens sont dues à des erreurs de gestion ou c'est fatalitas? Alors, je vais répondre et puis Pierre-Yves complétera. Alors, c'est les deux, mon capitaine. En réalité, il y a, je dirais, les faillites conjoncturelles. On a eu des faillites, ça c'est très clair, dans toutes de grosses entreprises. On a dit maintenant des PRJ, plutôt de grosses entreprises. Ça, c'est lié à l'explosion des coûts, même temporaires, de l'énergie. Ça, c'est évident, notamment dans le RECA. Maintenant, il y a aussi des problèmes qui se conjuguent avec une difficulté de gestion, et notamment la question de l'établissement des comptes, mais simplement la connaissance des règles de base de la gestion de l'entreprise. J'ai appris qu'effectivement la région bruxelloise comptait diminuer un peu les exigences. Il faudrait évaluer ça dans le temps. Je ne suis pas certain que c'est porté ses fruits. Quand vous parlez diminuer les exigences en termes d'accès à une profession. C'est-à-dire exactement en termes de connaissances professionnelles. C'est un des problèmes fondamentaux. Il faut renforcer la formation de l'entrepreneur qui veut se lancer. Pas uniquement au niveau comptable, c'est évident, mais également les règles de base de gestion, de connaissances financières, des ratios. Et ce sera très important quand on abordera derrière la nouvelle loi. Oui, mais alors je joue peut-être l'avocat du diable. Si c'est le cas, est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi, de nouveau, vous allez peut-être me contredire, voilà, est-ce que ce ne sont pas souvent des entreprises, vous êtes à Bruxelles, qui sont dans leur ECA, il y a peut-être eu trop de personnes qui sont lancées dans ce secteur en croyant qu'il suffisait simplement de louer une salle, de mettre des nappes si tant est qu'on en met. Et puis, est-ce que, voilà, il y a même une étude qui a été faite par des gens de la FGTB, donc on ne peut pas évidemment reprocher, et je crois il y a 2-3 ans, et ils constataient que 30 à 40% des gens ou des entreprises de l'ORECA à Bruxelles n'auraient jamais dû se lancer dans parce qu'ils avaient des fonds propres négatifs ou qu'ils ne déposaient même pas leur bilan. Alors, ce qui est tout à fait évident, et vous avez raison, c'est qu'il y a effectivement un problème d'accès aux capitaux. Donc on voit beaucoup d'entrepreneurs. C'est un peu le mythe d'ailleurs de l'auto-entrepreneur. C'est l'ouvrier qui achète une machine de Fernand Reynaud, puis 2 machines, 3 machines. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, on a un problème de capitalisation de base. Et il faut des fonds propres à la base. C'est un problème très complexe, on n'a pas le temps de le traiter aujourd'hui. Mais on a encore 15 minutes. Beaucoup d'entreprises, effectivement, se lancent avec un plan financier insuffisant, avec une couverture bancaire insuffisante, ou alors, encore pire, ils n'ont pas de capitaux, et le peu de capital qu'ils obtiennent de leur banquier est couvert par une caution personnelle. Et donc, on a évidemment des plans financiers qui ne tiennent pas la route. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il n'y a pas que les compétences professionnelles, il y a aussi Gérard, les plans financiers, c'est pas un peu comme les voitures, une fois qu'elles sortent du showroom, elles perdent 30% de leur valeur. Oui, oui, peut-être, mais enfin, c'est assez surprenant quand même
que le législateur en 2019, avec la modification du Code des sociétés, le Code des sociétés et des associations, a rendu possible pour des questions de concurrence, finalement, la possibilité de constituer une société avec un capital, disons, de 1 euro. Donc la notion de capital n'y est plus. C'est assez curieux parce que, de fait, on a constaté, disons, dans les 5 ans de la vie d'une société lors de sa constitution, que pas mal d'entreprises tombaient en faillite, étant donné l'insuffisance, disons, de fonds propres au niveau de l'entreprise. Donc les plans financiers ont évidemment toute une saveur, et là, c'est le rôle, évidemment, du professionnel du chiffre également, de faire un plan financier, mais sans complaisance. Donc un plan financier, c'est quelque chose, disons, une réflexion avec l'entrepreneur, disons, de l'entreprise, de mettre en équation, disons, les souhaits de l'entrepreneur avec la réalité, disons, des chiffres en fonction du marché. Alors Gérard, ça c'est le plan financier, là je regarde Pierre-Yves. Alors effectivement, on dit souvent que c'est très important, qu'il y a une responsabilité pénale de l'entrepreneur, en tout cas les 3 premières années, si je me souviens encore de mes cours, dans le droit des sociétés. J'ai jamais vu quelqu'un être jugé ou condamné parce que son plan financier n'était pas... Si, nous on en voit bien sûr qu'il y a la responsabilité du fondateur de la société, bien sûr, même si ça fait pas... rare. Nous, on a des décisions chaque année au tribunal. Donc, on insiste, 1, sur la qualité de la rédaction du plan financier, mais 2, sur une collaboration continue avec le professionnel du chiffre et le professionnel juridique. Combien de fois on voit des entrepreneurs qui ne sont pas au courant du résultat de l'exercice précédent, quand on demande des informations comptables, ils n'ont pas cette information. Et sans cette information, impossible de prendre les bonnes décisions. Non-dépôt aussi de comptes annuels, évidemment. Donc là, j'insiste aussi sur le fait que il y a eu des modes à certains moments afin d'éviter la taxation, disons, de rémunération, de porter, disons, à l'actif du bilan des comptes courants relativement, disons, importants. Ceci est une plaie également parce qu'un compte courant débiteur revient finalement à une diminution des fonds propres et de la participation, disons, de l'actionnaire dans la société. Vous allez encore plus loin, Gérard. Vous dites que c'est une sorte d'abus de biens sociaux. C'est une forme d'abus de biens sociaux. D'ailleurs, en France, mais je l'ai souvent dit, mais je me suis fait parfois contredire, mais en France, en tout cas, 1 euro, disons, de compte courant débiteur est significatif déjà d'abus de biens sociaux, tandis qu'en Belgique, il faut que ce soit significativement. Vous n'appliquez pas cette vision-là, Paul? La loi belge ne dit pas la même chose, mais par contre, je voudrais quand même, ça me fait penser à ceci. Le problème vous aviez fait référence à la One Pound Company, qui est sous-jacent, c'est ça. Il y a une critique fondamentale à faire au monde politique européen et belge en particulier, c'est qu'ils sont persuadés que l'entreprise naît dès lors que l'on a créé le véhicule. C'est faux. L'entreprise, c'est ce qu'il y a dans le véhicule. Okay ? Et donc, c'est quoi une entreprise? C'est la rencontre entre 3 éléments, un projet, une compétence pour le réaliser et du capital pour le mettre en œuvre. Et le problème, c'est que très souvent, on a un projet, ça, souvent, mais on a rarement les compétences adéquates pour le mettre en œuvre et on a encore moins le capital pour le mettre en route. Et ça, c'est ce qu'on oublie. Et on pense que le One Pound Company, en fait, on pense parce que les Américains, on dit les Anglais font ça. Il y a beaucoup d'entreprises. Oui, ce qu'ils oublient de dire, c'est que l'Angleterre a été pendant des années, je peux en parler, j'ai été le dirigeant de la section Ecofin du parquet de Bruxelles, a été pendant des années le havre de la fraude TVA à grande échelle, parce qu'on créait des entreprises comme on voulait. Voilà. Donc, il faudra un jour qu'on ait une réflexion. Là, vous rejoignez ce qu'a dit d'ailleurs sur ce plateau et alors des experts comptables, l'économiste Roland Gillet, à savoir que c'est une hérésie que le législateur puisse permettre à quelqu'un de créer une société sans capital. Ça n'a pas de sens. Moi, je suis vieux jeu, j'avoue, j'admets, mais c'est une hérésie. Donc le vin était dans la pomme. Nous sommes dans une économie capitaliste et figurez-vous que dans une économie capitaliste, il faut du capital. C'est d'ailleurs ça le plan financier. L'initiation d'un plan financier, c'est de voir s'il y a une suffisance, disons, de capital au niveau de l'entreprise, de manière à pouvoir la faire fonctionner, évidemment. Ça c'est ce qui est au départ dans les travaux parlementaires, d'avoir instauré, disons, dans les lois coordonnées, je pense, à l'époque, déjà l'obligation d'établir un plan financier. Pierre-Yves ? Je vais juste encore rebondir une seconde sur l'importance des comptes courants. Parce qu'indépendamment d'une qualification éventuellement pénale, le fait d'avoir un compte courant, de prendre de l'argent dans la boîte, quelque part, c'est un risque pour la responsabilité du dirigeant d'entreprise. Et encore une fois, d'où l'intérêt d'une bonne collaboration avec son professionnel du chiffre, de l'informer sur les conséquences de ce choix. Parce que c'est un choix de prendre de l'argent, mais c'est un choix qui implique des conséquences. Et encore une fois, pour répondre à la question que vous ne m'avez pas encore posée, il y a des cas, il y a des décisions du tribunal qui vont
mettre en cause la responsabilité de dirigeants d'entreprise qui ont pris de l'argent. Oui, si ça se passe mal après, eh ben, c'est leur responsabilité qui est mise en cause. Alors, on a parlé du tribunal, on a parlé des professionnels du chiffre. On n'a pas parlé d'autres entités qui sont extrêmement importantes et qui sont souvent à l'initiative de la faillite ou de la mise en faillite, c'est-à-dire l'ONSS et le fisc. Comment se déroule votre dialogue, vous, en tant que président du tribunal, avec ces entités qui se sont calmées pendant le Covid parce qu'on leur a demandé? À notre demande. À votre demande. Et aujourd'hui, est-ce que vous dialoguez? Est-ce qu'il y a une... Oui. Ou alors, c'est dur à l'ex, c'est de l'ex? Non, alors la collaboration, elle est exceptionnelle entre notre tribunal et le fisc à Bruxelles, ça, parce qu'on a un lien de confiance. Maintenant, je parle sous le contrôle de Pierre-Yves, nous voyons quelque chose depuis la fin des moratoires officiels, qui est quand même une difficulté du fisc à relancer la machine. On a d'ailleurs repris contact avec eux. Je te céderai la parole à ce sujet dans 30 secondes, puisque c'est Pierre-Yves qui l'a fait à ma demande. Enfin, nous sommes tous les deux membres du comité de direction, parce qu'il y a un risque. Le fisc doit aussi citer en faillite, on va en parler. La faillite, ce n'est pas la honte, au contraire, c'est une solution. Et on voit bien que pour des tas de raisons qui m'échappent, et que sans doute le fisc pourra un jour y répondre, on voit bien qu'il y a une pudeur pour l'instant, dans un certain nombre de dossiers, à aller jusqu'au bout de la logique en disant ils nous doivent énormément d'argent, il faut mettre fin à l'hémorragie, on avance. Voilà. Pourquoi cette pudeur? Avant d'en venir à la pudeur, je pense qu'il faut d'abord insister sur l'excellente collaboration qu'on a avec le SPF Finance. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc on a vraiment une ligne directe de communication avec eux et dans un premier temps, on a mis ce contact au profit des dissolutions. On a expliqué au SPF Finance que ça ne valait pas forcément toujours la peine de citer en faillite, que s'il n'y avait pas d'actifs, on pouvait mettre une dissolution, c'était beaucoup plus rapide, ça coûtait moins cher. Donc ça, on l'a fait. Et c'est moins infamant? Peut-être, même si on va revenir là-dessus, je pense que la faillite n'est plus infamante en soi. Dans le nouveau projet de loi, on vise une seconde chance. Donc moi, je ne parle pas d'infamie. Mais en tout cas, ça coûte moins d'argent à la collectivité, c'est plus rapide. Ça, c'est certain. Après, pour le nombre de citations en faillite, il ne faut pas se mentir, il y a eu un moratoire de fait. C'est-à-dire, de fait, on a demandé, on imagine que c'est les ministres, au SPF Finance, à l'ONSS, de ne plus citer en faillite. Ils ne l'ont plus fait. Et on a des contacts avec eux régulièrement. Ils vont le refaire parce qu'effectivement, il faut pouvoir mettre fin à certains abus. On l'a dit, une société qui existe, qui est dans les conditions de la faillite, il faut pouvoir y mettre fin. Et ça, maintenant, c'est fait. Le SPF Finance nous a confirmé qu'ils vont recommencer à citer davantage en faillite. Et donc, il y a vraiment une bonne intelligence. Nous, on est prévenus de ce qu'ils vont faire pour pouvoir anticiper ces nouvelles faillites à venir. Alors ça, c'est la situation actuelle avec la loi actuelle. Il y a une nouvelle loi qui arrive en septembre, nouvelle loi sur l'insolvabilité. Alors, Gérard, qui est à ma droite, est assez extraordinaire, puisque la loi n'est pas encore sortie. Il a déjà rédigé 125 pages sur cette nouvelle loi sur l'insolvabilité. Alors, je vous demandez un exercice difficile, Gérard, c'est dites-nous, et surtout aux téléspectateurs, téléspectatrices, en maximum 2 minutes, ce qu'il faut retenir de cette nouvelle loi. C'est-à-dire que la nouvelle loi, elle s'applique surtout aux grandes entreprises, d'une manière générale, puisque il faut certains critères de chiffre d'affaires, disons, relativement importants, 40 millions, 20 millions de total de bilan et de 150 personnes occupées, que pour pouvoir l'appliquer, puisque le législateur a quand même laissé, si vous voulez, l'ancienne législation pour les PME, pour les PME. Néanmoins, les PME peuvent appliquer, disons, la nouvelle législation. Elles ont parfois avantage à le faire en créant, disons, peut-être certaines catégories, disons, de créanciers, donc elle pourrait peut-être le faire, mais c'est nettement plus lourd. Alors le législateur a introduit, c'est là que j'ai essayé d'écrire quand même quelques lignes, sur le meilleur intérêt, disons, pour les créanciers, de pratiquer la procédure en réorganisation judiciaire, donc c'est-à-dire l'accord collectif ici dans le cas présent, donc là où il y aura abattement, disons, de créances, donc un produit, disons, pour l'entreprise, puisque les créanciers devront consentir un abattement de créances, mais quel est le meilleur intérêt? Est-ce la PRJ ou est-ce la liquidation, disons, de l'entreprise? Alors, de faire un exercice en PRJ, là, il y a un abattement, disons, de créances, et le juge a un rôle quand même plus important aujourd'hui dans cette législation, puisqu'il y a un juge à l'homologation qui va devoir alors se prononcer
prononcer sur le meilleur intérêt et sur la viabilité, disons, de l'entreprise. Donc le meilleur intérêt, c'est quoi ? C'est de voir la partie prescriptive, disons, du plan indiquant les abattements qui vont avoir lieu et l'influence, disons, de ceux-ci sur une situation comptable. Ça, c'est les pertes de créance du créancier. C'est ça. Et sur la situation comptable qui va rétablir quelque part les capitaux propres de l'entreprise et de voir le futur, disons, avec disons, des prévisions tout à fait raisonnables. Donc là, il y a matière, disons, à réflexion, puisqu'il faudra comparer, disons, ces éléments-là à quoi ? À la liquidation de l'entreprise, évidemment. La liquidation avec tout qui constate très, très souvent peu de récupération pour les créanciers chirographaires, donc pour les créanciers habituels. Donc c'est une alternative. Donc c'est pourquoi j'ai voulu, si vous voulez, mettre en évidence ça, en voyant aussi au niveau de l'évaluation, de ne pas entrer dans des spéculations d'évaluation, de rendement, mais de choses, disons, très concrètes au moment où l'entreprise... On y arrive, je voudrais quand même faire agir nos amis du tribunal. Alors, une des raisons pour laquelle aussi vous avez écrit vos 125 pages, c'est qu'elle permet, en tout cas aux membres que vous représentez, les professionnels du chiffre, ils ont une nouvelle mission. Et d'avoir une nouvelle mission. Ils risquent d'avoir une nouvelle mission, puisque le tribunal, disons bien que le tribunal est tout à fait compétent, mais le tribunal devra quand même s'appuyer sur les professionnels du chiffre pour pouvoir homologuer ou pas, éventuellement. Heureux de cette nouvelle loi ? Ah oui, globalement, oui, bien sûr. On voit d'ailleurs déjà que la PRJ avait déjà été réformée. On voit aujourd'hui, je suis assez surpris puisque je signe moi les ordonnances de désignation des juges délégués, donc qui suivent les PRJ. J'en signe 2 par jour à peu près aujourd'hui, donc c'est bien. Mais cette législation va avoir un effet très bénéfique parce qu'effectivement, elle va permettre pour des grandes entreprises qui pourraient un jour être concernées. Alors ce qui est amusant, c'est que c'est une directive, on voit qu'elle a été faite pour les grandes entreprises au niveau européen. Il faut savoir que l'immense majorité des PRJ, ce n'est pas les toutes petites entreprises, ce sont les PME moyennes, en général. Mais elles auront une possibilité d'opt-in, elles pourront choisir, mais elles doivent le choisir évidemment avant. Je pense que ce sera un effet intéressant parce que ça va permettre de clarifier les choses, aussi de tranquilliser aussi les créanciers, de rentrer dans une logique de négociation. Et comme dit Gérard, effectivement, ils devront faire une évaluation. Maintenant, je réponds à une autre question. Que je n'ai pas posée. Que vous n'avez pas posée, mais que Gérard a posée. On aura besoin des professionnels du chiffre. 2 choses. On va, je dirais, rentrer, comme on rentre de l'excellent vin, encore 10 nouveaux juges consulaires cette année. On rentre des gens de très très haut niveau. Donc nos juges consulaires qui siègent avec nous, notamment en PRJ, sont des gens formés, qui évidemment assistent dans le délibéré, le juge de carrière, qui est effectivement, je te remercie Gérard, nous sommes effectivement compétents, mais les juges consulaires qui nous assistent, dont certains sont refuseurs d'entreprise, on a l'ancien président d'ailleurs de l'Institut qui est juge consulaire chez nous, vont effectivement parfaitement pouvoir nous outiller et on va pouvoir prendre des décisions les plus outillées possibles. Encore faudra-t-il que le barreau, et il y a un barreau très spécialisé, mais je fais un appel au barreau, formez-vous à cette nouvelle législation, n'attendez pas qu'elle soit votée, allez au colloque que le tribunal co-organisera d'ailleurs avec l'Institut, allez-y, formez-vous. C'est pas chinois, mais c'est essentiel, la PRJ bien appliquée à temps, est une solution géniale parce que le créancier récupère quand même... Alors, on arrive au terme de cette émission, il reste 1 minute et 40 secondes. Je regarde Pierre-Yves. Si vous deviez donner une sorte de checklist pour le téléspectateur qui nous regarde, quelle solution pour éviter le pire ? Mais moi, je pense que la première solution, c'est donc de venir aux invitations du tribunal. D'abord, si on ne vient pas, on risque la dissolution, mais en plus, quand on vient, on va entamer un dialogue. Et dans le cadre de ce dialogue, il y a 2 nouvelles propositions qui vont pouvoir être faites sur base de la nouvelle loi. D'abord, le tribunal peut désigner un médiateur d'entreprise, qui est soit un avocat, soit un professionnel du chiffre qui va aider à restructurer la dette. Donc ça peut être une solution. Et deuxième chose, la chambre des entreprises en difficulté pourrait être une chambre de conciliation. On pourra inviter le créancier, par exemple le bailleur, par exemple le fournisseur d'énergie ou le SPF Finance, pour essayer de négocier des plans de paiement, des abattements. Et ça, je pense que c'est des solutions qui sont à la portée de toutes les entreprises, pas uniquement les grandes entreprises. Et c'est gratuit. La conciliation est gratuite. Alors, le mot de la fin, rapidement, Gérard, on a 50 secondes. Peut-être un conseil ou des messages à donner aux dirigeants d'entreprise ? Simplement, un grand message, c'est de faire confiance, disons, aux professionnels du chiffre et d'avoir une comptabilité à jour, au jour le jour. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons quand même des moyens techniques, disons, relativement intéressants et rapides, de manière à pouvoir disposer, disons, d'une situation comptable qui est l'élément essentiel qui va permettre, disons, la voie à devoir prendre dans le cadre de la restructuration. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission.
qui s'est révélée passionnante, alors que le thème est plutôt ardu. Je remercie mes 3 présidents, 3 experts pour votre temps et votre expertise. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Alors, ici, c'était une émission exceptionnelle de Wallonia Plus, comme je vous l'ai dit, réalisée conjointement et conçue conjointement avec l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique. À la semaine prochaine. Merci.